Si vos enfants sont venus au monde après 1996, toute leur enfance, ils auront été en contact avec la technologie, Internet, les téléphones intelligents et les tablettes. Contrairement aux jeunes de mon âge, qui n'avaient pas toutes les connaissances à portée d'un clic ou du divertissement en continu, la génération Z et les milléniaux baignent dans un monde numérique depuis leur plus jeune âge. Même si toutes ces technologies nous apportent beaucoup d'avantages dans nos vies, elles entraînent leur lot d'inconvénients. Parce que non, les écrans ne sont pas inoffensifs pour nos enfants. Nous avons l'occasion de mettre tout ça en lumière tout au long de la capsule. Notre but, vous fournir le plus d'informations possible sans pour autant démoniser l'utilisation des écrans. Il est important de faire appel au gros bon sens dans la gestion du temps d'écran et du contenu consommé par nos ados, tout en leur permettant de développer leur propre autocontrôle. Voici donc un survol des sujets qui seront abordés au cours de cette capsule. Téléphone intelligent, télévision, tablette, console de jeu, ordinateur. À la maison et maintenant à l'école, l'utilisation des écrans est partout dans la vie de nos jeunes. Voici quelques chiffres qui permettront de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. Selon les dernières études, les jeunes adolescents passent en moyenne près de 20 heures devant leurs écrans. Ceci exclut le temps passé en ligne à l'école dans le cadre des apprentissages. Bien sûr, ceci n'est qu'une simple moyenne. Peut-être que pour votre enfant, ce nombre d'heures est plus, ou encore peut-être qu'il est moindre. Il peut aussi varier selon certaines périodes. Les vacances, par exemple, peuvent être plus propices à l'augmentation du temps d'écran. Il est clair que la pandémie a eu une influence sur ce chiffre qui probablement est à la hausse. Mais comme la technologie va souvent plus vite que la recherche, il est difficile de quantifier réellement l'augmentation. Mais selon les études préliminaires, ce chiffre a clairement augmenté. Mais qu'en est-il de la prévalence de jeunes ayant un réel problème de cyberdépendance? Selon les dernières études, le pourcentage de jeunes souffrant de cyberdépendance au Québec s'élève à 1,3% chez les 12 à 17 ans. Les termes retenus au niveau de la santé publique et que vous risquez d'entendre le plus souvent dans les médias sont l'usage problématique d'Internet et l'hyperconnectivité. Même si on en entend de plus en plus parler, la cyberdépendance n'est pas encore une dépendance reconnue à proprement dit. Elle devrait l'être sous peu, cependant. La santé publique préconise le terme « usage problématique d'Internet » qui englobe tous les types de contenus et plateformes sans spécification de l'utilisation. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de son côté a reconnu en 2021 dans son manuel de classification des maladies le trouble relatif aux jeux vidéo ou le gaming disorder en anglais. Cependant, rien d'autre n'a été reconnu pour tout ce qui touche les autres plateformes comme les réseaux sociaux ou encore le streaming. L'hyperconnectivité correspond plus à ce qu'on risque de voir chez la plupart de nos ados et chez nous-mêmes aussi. On peut la chiffrer en termes de temps. On considère qu'une personne est hyperconnectée quand cette dernière passe plus de 4 heures devant un écran, et ce, tout type d'écran confondu. On parle ici de 4 heures en dehors du temps de travail et d'école. Quand on parle d'hyperconnectivité, on ne parle pas de cyberdépendance, mais beaucoup plus de mauvaises habitudes numériques. Alors, si on faisait le test, êtes-vous hyperconnecté? Est-ce que je devrais m'intéresser à ce que mon jeune regarde et aux plateformes qu'il utilise? La réponse est oui. Est-ce que le type de contenu consulté a une importance? Je dirais que sous certaines mesures, le contenu ou la plateforme utilisée peut avoir une certaine incidence. Oui, certains contenus sont plus addictifs que d'autres et oui, certaines plateformes sont montées pour que les utilisateurs restent plus longtemps accrochés au contenu. Même s'ils sont ados, il reste important de voir quel type de contenu ils consultent, ce qui les intéresse et quelles sont leurs plateformes de prédilection. Si c'est plutôt les jeux vidéo qui les attirent,
De quel jeu il s'agit? Est-ce qu'il consomme du contenu en lien avec ce jeu sur d'autres plateformes? Pour y arriver, il est important d'avoir une bonne relation avec son jeune et d'avoir une bonne approche de communication. Aussi, tous les contenus n'ont pas nécessairement le même effet sur le cerveau et la même utilité. Il est donc important de relativiser et d'utiliser notre gros bon sens. Pourquoi ne pas lui demander qu'il nous montre le nombre d'heures passées sur son téléphone et de notre côté, que nous lui montrions le nôtre? Question d'ouvrir la discussion sur les applications qu'il utilise le plus souvent et pourquoi. Quelle est la fonction de leur utilisation? Se divertir, socialiser, s'évader, réguler ses humeurs et émotions négatives? Aidons notre jeune à se questionner sur le pourquoi et ses habitudes d'utilisation. Cette partie, bien qu'on pourrait l'interpréter comme alarmiste, se veut plutôt réaliste face à l'augmentation en flèche de l'utilisation des écrans par nos jeunes. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux misent beaucoup sur le circuit de la récompense au niveau du cerveau afin de stimuler le jeune à passer plus de temps dans le jeu ou sur la plateforme. Et la production de dopamine augmente quand un tableau est terminé, quand un ennemi est tué, quand on accumule des points dans le jeu ou qu'on a beaucoup de likes sur notre publication. Le problème avec ce système de récompense est que le cerveau est sans cesse en recherche de cette récompense. Plus on joue, plus on stimule le taux de dopamine et plus le cerveau en veut. Donc, plus on doit jouer. C'est un cercle vicieux. Même chose pour les réseaux sociaux, avec les sons des notifications et les likes sur nos publications. Le problème lorsqu'on arrête de jouer est que notre circuit de la récompense n'est plus alimenté. On ressent un grand malaise et l'apparition de symptômes de sevrage. Un autre inconvénient majeur, la dette de temps. La dette de quoi? Oui, j'ai bien dit la dette de temps. Tout ce temps passé devant les écrans, il faut le prendre quelque part. Un jeune qui passe près de 50 heures sur les écrans durant une semaine doit forcément utiliser du temps qui était dédié à d'autres activités. Le temps de sommeil et les passe-temps sont souvent les premiers à payer le prix. Les sorties entre amis, les travaux scolaires et le temps en famille peut aussi être impacté. Le danger dans cette situation, c'est que certaines tâches développementales que l'adolescent doit traverser peuvent être considérablement retardées. On parle de construire ses propres systèmes de valeurs face au monde qui l'entoure, développer ses intérêts, occuper un premier emploi, chose qu'on peut retarder lorsqu'on est accro aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. À cette liste, on inclut aussi la perte d'habileté sociale et le fait de retarder et d'éviter de faire certains choix importants pour son avenir. Les jeunes sont hyper stimulés par les écrans, ce qui entraîne des problématiques d'attention et de concentration. La réalité semble, elle aussi, beaucoup moins attirante. On retrouve aussi bon nombre d'inconvénients physiques à une utilisation abusive des écrans. Sécheresse oculaire, maux de dos et de cou, douleurs au poignet et problèmes de tunnel carpien chez les gamers. Et le dernier, et non le moindre, le dérèglement du cycle de sommeil, dû au ralentissement de la production de mélatonine dans le cerveau. On le sait, le sommeil est grandement important pour le développement de nos ados. Bon, après avoir exposé plusieurs inconvénients et dangers, passons au point positif d'une utilisation équilibrée des écrans. Les écrans et Internet permettent à nos jeunes d'avoir accès à un éventail de connaissances et d'informations au bout des doigts. En temps de pandémie, ils ont permis à nos ados de rester connectés avec leurs amis et ils nous le permettent encore aujourd'hui. Grâce aux écrans, nous avons maintenant accès à du divertissement en continu et en grande quantité, parfait pour se détendre et relaxer en famille. Les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec notre réseau élargi d'amis et de connaissances. Ils peuvent être de bons outils lorsqu'utilisés de manière équilibrée. Même chose pour les jeux vidéo. Lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable, ils permettent aux jeunes de développer une panoplie d'habiletés qu'ils pourront utiliser dans la vie réelle. Outre la notion de plaisir et de se divertir, certains jeux permettent aussi de travailler la capacité de résolution de problèmes, la coordination main-œil, les réflexes, l'environnement spatial et la mémoire. Dans les jeux d'équipe ou multijoueurs, on doit apprendre à collaborer et entrer en relation avec les autres membres de notre équipe pour réussir.
L'utilisation des jeux vidéo peut aussi, dans certains cas, aider à la socialisation, permettre des échanges culturels et créatifs entre les membres des guildes de jeux à travers le monde. Toutes ces connaissances peuvent être grandement utiles en dehors du jeu et elles sont bonnes pour les personnes de tous âges. Pour certains jeunes, les jeux vidéo deviennent une passion au même titre que le hockey pour d'autres. Il n'y a rien de mal à avoir une passion si les autres sphères de notre vie sont équilibrées. Cette passion n'est pas forcément nocive parce qu'elle est centrée sur les jeux vidéo. Elle peut tout aussi bien être nocive, même si elle est un sport, si ses impacts sur notre vie sont négatifs. Je pense ici à un jeune passionné de vélo de montagne qui passe la majorité de son temps à s'entraîner dans les sentiers et au gym, qui néglige ses amis, sa vie sociale, qui se surentraîne, qui développe des douleurs physiques, devient irritable lorsqu'il ne peut pas faire de vélo et dépense tout son argent en équipement. Ça devient aussi une passion nocive, au même titre que le jeu vidéo peut lui aussi le devenir. En tant que parent, c'est important d'avoir un œil sur ce que nos ados font en ligne et de la valeur qu'ils retirent du contenu qu'ils visionnent. OK, c'est bien beau tout ça, les avantages, les inconvénients, mais à partir de quand notre sonnette doit s'activer comme parent? C'est clairement ce que vous voulez savoir. On peut donc dire que dans plusieurs cas, la cyberdépendance vient rarement seule. Il est donc bon, en tant que parent, de tenter de valider avec notre jeune si sa consommation d'écran est utile pour gérer ses émotions négatives, pour réguler ses humeurs, parce qu'il cherche à se stimuler ou encore pour calmer son agitation mentale. Si les écrans deviennent un refuge pour lui ou pour elle, ça devrait vous sonner l'alarme et vous amener à poser des questions à votre jeune. Pour ce qui est du temps passé en ligne, si votre jeune passe entre 40 et 50 heures en ligne, vous devriez avoir le tout à l'œil. Si votre jeune passe plus de 50 heures par semaine en ligne, c'est vraiment le temps de pousser encore plus votre investigation. Vous pouvez parfois aussi noter que le temps en ligne augmente, qu'il est préoccupé par ses activités en ligne. Si c'est un gamer, ça pourrait se manifester par consulter des blogs, des sites comme Twitch où il peut regarder d'autres personnes jouer. Il peut démontrer certains symptômes de manque ou encore vivre de fortes envies incontrôlables de jouer ou consulter les écrans. Cette sensation de manque est souvent accompagnée d'irritabilité, de difficultés au niveau de la gestion des émotions. Est-ce que votre jeune est en mesure d'avoir un certain degré de contrôle dans ses activités sur les écrans? Ou bien, la plupart du temps, il s'assoit pour 1 heure et finalement émerge au bout de 4. Si c'est le cas, questionnez-vous. Et surtout, est-ce que sa consommation d'écran lui amène des conséquences négatives dans sa vie? Au niveau scolaire, au niveau social, au niveau de son travail s'il en a un. Est-ce que toutes ces ressources sont utilisées pour sa consommation d'écran? Et les conséquences sur son entourage, quelles sont-elles? Ce qui reste important, je le répète, c'est de faire appel à notre gros bon sens en tant que parent. C'est possible que notre jeune passe beaucoup de temps devant les écrans et que tout se passe bien dans sa vie. Dans ce cas, ce n'est peut-être pas nécessaire de monter aux barricades et d'entreprendre une guerre pour le temps d'utilisation. Faites confiance à votre jeune et soulignez-lui vos inquiétudes face à son utilisation des écrans. Peut-être que cela fera naître en lui une remise en question. Et parfois, la problématique en est une de communication et d'attente divergentes. Si jamais les comportements de votre jeune vous inquiètent et que vous désirez avoir plus d'informations sur votre situation en particulier, n'hésitez pas à nous rejoindre.